25,8% en 81 au premier tour. Chirac, c'était 20,8% en 95, 19,9% en 2002. Donc il faut arrêter de nous marteler ce 24%. Non, c'est pas la hauteur de votre finesse. C'est pas, je sais que pour vous, ma finesse est très basse, donc de toute façon, c'est pas très grave. Non, écoutez, il a été... Première objection, on ne peut pas prendre ce score de premier tour sans l'avoir prendre également pour les prédécesseurs, ce qu'on ne faisait pas à l'époque. Deuxièmement, je ne pense pas que autant je pense que le vote, entre guillemets, antifasciste est quelque chose qui était prédominant en 2002, où je pense que ça l'est beaucoup, beaucoup moins. Alors, il y a 10 000 manières de le démontrer en 2017, et je vous préviens tout de suite, ça n'existera plus en 2022. Et troisième et dernier point, on ne peut pas passer par pertes et fracas, pertes et profits les élections législatives, sous prétexte que la participation était plusieurs points en dessous. Non, ce n'est pas une raison non plus. Je veux dire, personne ne pensait, avant l'élection présidentielle, qu'il aurait une majorité absolue aux législatives. À mon sens, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la légitimité et le sujet du socle électoral politique. La légitimité, elle n'est évidemment pas en cause. Évidemment, il a été élu, il a gagné, il a un projet. Bah. Le problème, c'est la fragilité du socle. Et celle-là, elle est réelle aussi. Et là, depuis 1974. Non, là, il est particulièrement pour deux raisons. Il n'y a que Pompidou et De Gaulle qui avaient un socle fort. Olivier, là, il y a quelque chose. Je crois vraiment que les conditions de l'élection sont très particulières. Je ferai un correctif par rapport à ce que disait Jérôme. Je ne crois pas à l'affaire antifasciste. Oui, en 2002, c'est l'antifascisme de pacotille. Là, ce n'est pas ça. C'est le rejet des deux autres. Les gens ne veulent pas de Fillon parce que Fillon a pris la main dans le pot de confiture. Et alors qu'il était parti pour la gloire, les gens disent on ne veut plus de ce gars-là. Et ils ne veulent pas de Marine Le Pen. Et non pas tant à cause de l'affaire fasciste, parce que là, il n'y a plus d'histoire tellement de fascisme. Simplement, il y a la peur de l'euro. Il y a la peur de l'euro. Et surtout, il y a sa nullité au débat. Donc, les deux vont être rejetés. Les deux vont être rejetés. Et donc, Macron est le produit de ce rejet. Ça ne change rien à sa légitimité. C'est simplement que quand on est élu par 24% de 80%, on a 20% de partisans. Et ben, en vérité, il a 20% de partisans. On n'a plus rien. Le socle électoral, c'est ça qui compte, Denis ? Non, sur la légitimité, bien sûr qu'elle est démocratiquement indiscutable et indiscutée d'ailleurs. Enfin, tout de même, à partir de Mitterrand, Giscard d'Estaing, 74, on a eu une opposition entre la droite et la gauche, des élections, j'allais dire, présidentielles normales, prévisibles, avec des blocs qui incarnaient quelque chose de profond dans les familles politiques françaises. Là, on sait bien qu'une affaire politico-médiatico-judiciaire a faussé complètement les cartes et a donné à des électeurs, par exemple de Fillon, au premier tour, un sentiment de rancœur, même si au deuxième tour, ils ont voté pour Macron, pour faire barrage à Mme Le Pen. Bon, c'était la légitimité indiscutable, mais en même temps, elle est un peu rongée a priori. Il ne peut pas en faire fi. Il le dit lui-même, je suis un produit de la colère, un coup de peau, quoi. Bon, très bien, c'est la loi, mais qui l'oublie pas, quoi. Un mot, Olivier Duhamel, et puis la parole aux internautes. Si on peut un tout petit peu dépasser notre controverse, on peut convenir entre nous que les votes sont de plus en plus des votes de rejet et pas des votes d'adhésion. Je signale contre toute la vision française des choses qu'il y a plus d'électeurs de Trump qui ont voté Trump par rejet de Clinton que d'électeurs de Clinton qui votaient Clinton par rejet de Trump. Il faut ajouter que la participation étant de plus en plus faible, les socles mécaniquement se fragilisent pour tout le monde. Alors, non, les internautes, Jérôme Sainte-Marie. C'est la règle. Bronito, je ne crois pas. Donc, Bronito nous dit, je ne crois pas qu'un débat de qualité puisse se faire à plusieurs millions de personnes, d'où les démocraties représentatives. Monsieur Babineau, comment faire le tri dans les milliers de doléances? Et Desti qui nous dit, le débat impose une lenteur d'action et un immobilisme qui est nuisible. Cela ne devrait être réservé qu'aux questions de fond comme les réformes constitutionnelles. Un gouvernement est élu pour mettre en place le programme prévu lors des élections, pas pour en débattre pendant 5 ans. Et bien justement, ça nous ramène quand même au cœur de notre sujet, parce que c'était ça un peu la question. Jérôme Sainte-Marie, vous allez me répondre. On dit toujours, finalement, 5 ans, c'est déjà très court pour appliquer un programme. Alors pourquoi remettre les choses en cause au milieu ? Avant le milieu, même.
Oui, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas de. Je sais Parce pas. qu'il n'a pas le choix. Moi, je sais. Ah oui, pourquoi est-ce qu'il remet les points? Là, il n'a pas le choix. Par ailleurs, sinon, il va se faire couper Il voulait la parole, mais il ne voulait pas parler de ça. Oui, c'est ça. Non, mais par ailleurs, oui. Non, mais Je vous ai un peu piégé. non, mais soit vous me posez une question sur le quinquennat, bon, je n'ai pas de, voilà, rien à dire de particulier, mais soit effectivement, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il faut voir aussi qu'il y a un enjeu à court terme dans cette consultation. Pour aller très rapidement, vous avez 30%, d'après le dernier sondage, je crois, ELAB, 30% des gens qui sont nettement opposés au mouvement des Gilets jaunes. Vous avez 30% des gens qui sont nettement en soutien. Et vous avez 30% de gens qui sont sympathisants. Alors on peut dire que c'est 60 contre 30, pas exactement. Là, il y a un vrai enjeu parmi les 30% de ceux qui ont de la sympathie pour le mouvement sans réellement le soutenir, pour dire, bon, pour décrocher, pour dire, le président de la République fait le maximum, on donne la parole au peuple, il la réclame, on la leur donne. S'il continue à tout bloquer, c'est plus possible. Mais donc là, il y a un enjeu, parce qu'on dit, qu'est-ce que ça va donner en 3 mois? Vous savez, dans 3 mois, l'important, c'est de savoir si dans les semaines qui viennent, de la crise maintenant, la crise continue. C'est le moyen de gagner du temps. Dans les entreprises, c'est la même chose. On l'avait vu avec le CIP, quand il y a le feu qui prend, on se donne du temps. Et donc, quand notre internaute dit on perd du temps pour les réformes, mais oui, mais ça sert à ça précisément. C'est fait pour gagner du temps. Donner de l'air et essayer de faire que les choses s'apaisent en espérant tenir jusqu'aux européennes. La vraie question, elle est là. Est-ce que ça permettra de calmer les choses pour tenir jusqu'aux européennes sans changement majeur qui, de toute façon, devra bien intervenir à un moment ou à un autre? Oui, parce qu'il y a quand même une crise de la démocratie représentative, il y a une crise politique, il y a une crise morale, sur fond d'économie pas reluisante. Ça fait beaucoup à la fois. Il n'est pas responsable de tout, mais c'est son destin d'être le bouc émissaire de tout. Il faut dans un moment qu'il s'en accommode. Dans un moment de longue date, de défiance. La déception à l'égard du pouvoir est devenue l'inéluctable règle. Et s'il n'applique pas son programme, on le lui reproche de ne pas respecter la souveraineté du peuple qu'il a élu, et s'il applique son programme, on lui reproche de ne pas écouter le peuple qui maintenant en veut un autre. La déception est inéluctable. Déception et j'ajouterais que le discrédit qui frappe les uns ne se transforme pas en crédit au profit des autres. C'est-à-dire que c'est comme si c'était des couches de discrédit qui se superposent. La gauche a raté, la droite a raté Sarkozy finalement, on a rejeté la droite, et puis la gauche rate, on rejette la gauche, Macron rate, on rejette Macron, mais ça ne revient pas. C'est ça qui est très, très nouveau. Quelques réactions encore. Bronito, les débats doivent être ponctuels. Gouverner, c'est suivre une ligne directrice. Et M. Babineau, les Français ne souhaitent pas débattre, mais plutôt disposer d'une capacité de décision au travers de référendums. Alors, la question qu'on vous posait sur Twitter, peut-on gouverner par le débat permanent? Vous êtes une large majorité à estimer que non, 73%. Olivier Duhamel, dans votre petit livre « Les mots de Macron » qui est paru l'an dernier chez Dalloz, vous faites un abécédaire des citations du président, ou avant même qu'il soit président. J'ai été chercher le mot « débat ». Et voilà ce qu'il... Alors, c'était un entretien, je pense, ou une contribution qu'il avait donnée à la revue Esprit. Ça date de 2011. Et voilà ce qu'il disait, Emmanuel Macron, à l'époque. Rien n'est fait, on peut le lire à l'écran, rien n'est fait pour que dans une démocratie, je raccourcis, les débats puissent prendre place et se décliner selon une temporalité et des modalités adaptées. Le temps politique vit dans la préparation du spasme présidentiel autour duquel tout se contracte et lors duquel tous ces problèmes doivent trouver une réponse. Il avait bien identifié les données du problème. Oui, il a peut-être un petit peu oublié après cette contribution à l'esprit, les années passant. Et donc c'est très bien de lui rappeler. D'ailleurs, vous êtes gentil de citer cet ouvrage. Je vous signale que je prépare une nouvelle édition. Et je renforce très fortement la partie qui s'appelle les mots qui nuisent. Non, c'est une vraie... C'est pour ça que Jérôme Sainte-Marie a raison qu'il y a la fonction de régler un problème à court terme, qui est celui de la persistance du mouvement des Gilets jaunes. Bien sûr, c'est même le principal, j'en conviens. Mais il y a aussi l'idée de tenter de reprendre sa formule à lui, de le réconcilier avec le peuple, de dire que lui, dont on l'accuse de ne jamais écouter, de décider tout par en haut, d'être si loin du peuple, il y a aussi l'idée maintenant, et c'est pour ça qu'il rabâche toutes les questions sont permises, quoi qu'il arrive, je répondrai, etc., de retisser le fil quand même. Alexis, vous disiez tout à l'heure, le débat, ça a surtout l'objectif de gagner du temps. Emmanuel Macron, il emploie maintenant souvent ce mot de nouveau contrat social. Alors ça, c'est du
pipeau, comme vous aviez l'air de le sous-entendre. Et la formule des Carrefour il y a 40 ans. Oui, c'est ça. Quand on ne sait pas quoi dire. Non, il essaie. Non, mais c'est pas. Il ne va pas rebâtir quelque chose d'entièrement neuf, là, pendant 3 mois, alors que tout va mal, que tout le monde le déteste et qu'il y a les Européennes au bout. Non, il peut essayer de calmer le jeu, de effectivement renouer, en tout cas de faire baisser l'hostilité qui aujourd'hui le frappe dans tous les domaines, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est toujours mal. Donc il peut essayer de faire baisser l'intensité de ce rejet et espérer après quelque chose qui... L'intensité. L'intensité. J'adore taquiner. Et espérer, à l'occasion, après les Européennes, qui s'annoncent quand même comme une défaite, à ce moment-là, ayant fait baisser l'intensité du rejet, essayer de repartir. Voilà, c'est une phase où on se rassemble. C'est pas du tout sûr que ça marche, mais c'est pas le nouveau contrat social. Non, ça n'existe pas. Denis Tillinac, un mot là-dessus. Non, je suis d'accord avec ce que dit Vous êtes d'accord. Alexis, sauf que après en fait, le moment crucial, c'est les élections européennes. Elles ne seront pas bonnes pour les amis de Macron, même avec avec Juppé qui lui donnera un coup de main. Donc à partir de ce moment-là, c'est là qu'il faudra qu'il y ait non pas un nouveau contrat social, mais pour le moins une nouvelle façon de gouverner, puis avec un nouveau dégagisme. Hein, il a été victime d'un dégagisme, il faut qu'il le fasse autour de lui. Et ça me paraît le plus urgent même. Mais il y a un autre élément possible. Moi, je vais encore une fois faire l'apologie d'Emmanuel Macron. Il n'est pas exclu que sa politique fonctionne. Il n'est pas exclu que finalement elle produise des résultats. Pour l'instant, les Français ne les produisent pas. 60% des Français considèrent que les réformes se font contre leur intérêt. 60%. Ce n'était pas le cas avant l'été. Et là, si vous voulez, ils ne voient pas de résultats tangibles, mais on peut penser que si effectivement le pouvoir gagne du temps, eh bien ces résultats annoncés finiront par se produire. Ce n'est pas une réforme du droit du travail, aussi nécessaire soit-elle, et une réforme de la SNCF aussi nécessaire soit-elle, qui vont changer. Surtout que la conjoncture sa politique, il vient mondiale d'annoncer qu'il l'arrêtait. Et ce n'est pas pendant ces 3-4 mois. Ah non. De facto, quand on distribue 12 milliards et qu'on lance un grand débat, ça veut dire qu'on va faire ni la réforme des retraites, ni la réforme de la coalition chômage, ni la réforme de la fonction publique. Les privatisations vont continuer et de toute façon, il va trouver un peu de sous en vendant des trucs, mais c'est pas ça qui redresse le pays. Il va se refaire la cerise à gauche. Et vous le savez très bien, vous faites ça. Il va faire du sociétal pour récupérer un peu à gauche qu'il est en train de perdre à droite, et il n'y aura pas de nouveau contrat social. Alors, il y en a d'autres qui sont empêtrés dans un débat qui est compliqué, c'est celui du Brexit, sauf énième rebondissement